Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire CAFEB. Donc, je suis Nicolas Philibert, chargé de mission transition écologique et RSE à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et je serai à l'animation aujourd'hui. Avant de commencer ce webinaire, je tiens à remercier Lionel Tupin, le président de la CAPEB Haute-Savoie, ainsi que Sandrine Vega, qui sont tous deux à l'origine de ce webinaire. Et bien sûr, je souhaite accueillir et remercier Damien Blondiot de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre intervenant aujourd'hui. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Euh, Quelques règles avant de commencer ce webinaire, je vous les partage. Vous verrez, hein, les micros sont volontairement éteints. C'est pour des questions de qualité d'enregistrement, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur les chaînes YouTube de la CAPEB Haute-Savoie et de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pensez à éteindre vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Et sans plus attendre, je vous commence d'entrer dans le vif du sujet. Donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions sur la thématique des aides à l'investissement, pardon. Il traitera donc d'un sujet incontournable en la matière, l'investissement sur l'outil de production. On le sait, hein, dans le réseau, pour les métiers du bois. Alors, on se focalise sur les métiers du bois, excusez-moi, c'est quelque chose que je précise tout de suite. On le sait bien, dans le réseau, les investissements sur l'outil de production pour les métiers du bois sont souvent des investissements assez complexes et très coûteux. C'est un vrai sujet. Et on a la chance d'avoir la région Auvergne-Rhône-Alpes à nos côtés qui, dans le cadre du plan régional en faveur de la filière forêt-bois et notamment du dispositif de soutien à la seconde transformation, peut nous accompagner sur ces sujets. Donc c'est ce qu'on va vous présenter juste maintenant. Alors je vous partage la bonne présentation. La voici. Et normalement, Damien, tu as la main sur ta présentation. Je te laisse la parole. Parfait, merci Nicolas. Du coup, je vais vous présenter les soutiens de la région aux entreprises de la filière forêt-bois, en fait, plutôt avec le focus sur la seconde transformation du bois, comme l'a dit Nicolas, qui est le dispositif qui vous concerne le plus. La présentation se déroulera en trois parties, avec une présentation rapide et plus globalement du plan régional en faveur de la filière forêt-bois que mène la région depuis 2017. Après, un focus sur le dispositif, un focus un peu précis et détaillé sur le dispositif Investir dans mon entreprise de seconde transformation du bois. Et un rapide retour également sur le dispositif Conseil Industrie du futur qui est plutôt suivi par la direction de l'économie au sein de la région, mais qui est complémentaire de ces aides-là. Du coup, la politique régionale en faveur de la filière forêt-bois, comme je vous le disais, c'est un plan qui a été adopté pour la première fois en septembre 2017 par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une politique assez volontariste qui a été mise en place et votée en assemblée plénière. Donc, pour sa première version, elle a été redélibérée au bout de 6 ans, 7 ans de cet exercice comptable de mise en œuvre et construite désormais autour de 14 dispositifs avec un objectif global qui est de valoriser la forêt régionale en diminuant le recours aux importations de bois. C'est des informations qu'on n'a pas toujours, mais au niveau national, la France est la quatrième surface forestière européenne et pourtant les produits bois, bon, ça intègre le papier et les meubles, mais c'est le deuxième poste de déficit de la balance commerciale. Donc il y a un enjeu à construire davantage avec les bois de notre pays et valorisant les bois français et régionaux si on peut. Du coup, ce plan se décompose autour de 14 dispositifs qui va du plan forestier. Donc, on prépare la ressource forestière de demain jusqu'à la construction en bois, l'utilisation du coup de bois régional dans des bâtiments plutôt publics pour le moment. Donc, ces 14 dispositifs pour les présenter rapidement. Protéger, gérer durablement la forêt. On est plutôt vraiment sur l'amont,
sur la ressource forestière avec un enjeu. Je le note, c'est un enjeu qui est intégré, hein, c'est que désormais la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes est quasiment entièrement, concernée par des risques d'incendie et ça, c'est une nouveauté depuis 2023 et c'est un des effets du changement climatique pour nos forêts. Un deuxième dispositif, on construit pas en bois si on n'arrive pas à sortir le bois de nos forêts. C'est un gros enjeu sur les zones, notamment de montagne. Donc, on a des dispositifs pour créer des dessertes forestières, pour, maintenir une exploitation par cap forestier. Quand il y a trop de pentes, on met des systèmes de cap pour sortir les bois et l'investissement dans les machines forestières pour exploiter les forêts et chez les bûcherons. Les dispositifs qui vous concernent un peu plus sont plus proches de vous. Ça va être la valorisation des bois régionaux avec des outils de transformation adaptés. Donc, dans cet axe, on va aider les scieries. Je pense que vous avez tous des scieries autour de chez vous qui vous approvisionnent ou qui approvisionnent les négoces chez qui vous approvisionnez. Donc, on a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir autour de 300 scieries, un quart des scieries nationales. Donc, voilà, on essaie de maintenir ce maillage-là. Investir dans mon entreprise seconde transformation du bois, je ne détaillerai pas. Et puis les plateformes logistiques, on est plus sur un enjeu de maintien du bois ou de bois énergie. Et puis un dernier axe un peu plus transversal avec la promotion de la construction en bois local. Aujourd'hui, vous le savez, l'utilisation de bois dans les bâtiments publics se développe énormément. Et du coup, il y a un dispositif d'aide pour que les communes utilisent des bois locaux et ça fonctionne plutôt bien parce que en 10 ans, on est passé de 2 tiers de bois qui étaient importés dans un bâtiment qui se faisait en France. Aujourd'hui, on est autour de 35-40%. Donc, on a réduit la part de bois importé dans nos constructions et puis tous les dispositifs liés à la structuration de la filière. Damien, excuse-moi, je Mmh, me permets juste d'intervenir à ce moment-là pour faire de l'autopromotion, puisque tu parlais de bois local, hein, et donc on a tourné 3 webinaires sur notamment Bois de France, Bois des Alpes et Bois Qualité Savoie. Donc ça va complètement dans le sens de ce que tu dis. Je ferme la exact parenthèse. et exactement, c'est les marques, qui nous permettent de privilégier le bois local parce qu'on n'a pas le droit de l'inscrire dans un marché, hein. Donc, c'est des outils qui nous permettent de le prescrire dans nos bâtiments. Le dispositif Investir dans mon entreprise de seconde transformation du bois, c'est un dispositif qui historiquement était dans le, paquet commun des dispositifs de la direction de l'économie. Vous savez, la filière bois est souvent séparée entre l'amont, qui va jusqu'au sillage, qui est plutôt géré historiquement par le ministère de l'Agriculture, et l'aval, plutôt de seconde transformation, construction, qui était au ministère de l'Industrie. Et à la région, on avait un peu la même séparation avec l'agriculture, forêt, direction de l'agriculture de la forêt qui gérait tout ce qui est aide à l'amont, et la direction de l'économie qui gérait les aides à l'aval. Et à partir de 2019, le dispositif a été intégré au sein du plan régional forêt-bois afin du coup d'avoir un package global de soutien à la filière bois, ce que je vous disais, de la ressource du plan jusqu'à la construction, ce qui permet de soutenir la filière dans un ensemble avec une cohérence, de rapprocher les entreprises de première et de seconde transformation du bois. C'est pas toujours le réflexe premier d'aller voir le scieur à côté de chez lui pour aller acheter les bois dont on a besoin. On peut avoir tendance à regarder sur le catalogue du négoce, parce qu'il livre aussi, hein, mais voilà, essayer de voir un peu autour, enfin, d'acheter les bois assez loin alors qu'on l'entreprise qui a 20 kilomètres peut les faire. Et puis de sécuriser le soutien à ce maillon de la filière. Quand on a un dispositif spécifique, ça donne de l'argent spécifiquement sur le dispositif et on n'est pas en concurrence avec d'autres cœurs de métier. Et à partir de 2023, il y a une nouvelle version dispositif entre guillemets de 3 évolutions. Et pour encore plus pérenniser le soutien, on a intégré ce dispositif dans les fonds européens, FEADER. Je ne rentre pas dans les tambouilles des sigles. C'est le volet aide à l'investissement de la politique agricole commune, pour faire simple. Et du coup, ça marquait le soutien sur une période 2023-2027 et ça permet aussi de dupliquer les moyens parce que le FEADER, quand on met 1 euro de la région, généralement, ça s'appelle 1 euro de fonds européens, donc ça permettait d'avoir des enveloppes garanties. Euh, le dispositif, le nouveau est ciblé prioritairement sur la valorisation de bois massif. On a dû faire quelques choix parce qu'il y avait quand même beaucoup de demandes sur des plaqueuses de champs, sur des matériels pour transformer du panneau. Voilà, on veut quand même avoir une priorisation sur les valorisations des bois massifs dans nos critères de sélection. Des critères sur la valorisation des bois locaux. C'est pas une obligation, hein. On est conscient que tout ne se trouve pas en bois local, mais ça apporte plus de points s'il y a un effort de sourcing dans des grilles de sélection, hein, s'il y a un effort de sourcing autour d'entreprises locales.
Et un dernier point, c'est la, bonification. C'est assez rare, c'est un marché un peu de niche, mais sur des matériels apportant de la valeur ajoutée, collage, séchage, aboutage, parce que c'est des produits techniques, dont on a beaucoup de retard sur la fabrication en France par rapport à la Scandinavie, à l'Autriche ou à l'Allemagne. Donc, on peut inciter, à développer ces produits-là. En détail, en grands chiffres, hein, c'est environ 250 projets depuis 2019. Vous faites assez vite les calculs avec 13,5 millions d'euros d'aides publiques. C'est un dispositif qui fonctionne vraiment bien. Alors, Damien, petite question hein, qu'on a, je pense que beaucoup de gens se la posent. On est dans un contexte budgétaire contraint en ce moment en France, hein, on le voit. On cherche à faire des économies un peu partout. Est-ce que ce dispositif-là, il est impacté ou est-ce que, pour le coup, là, on voit qu'il y a des belles enveloppes qui ont été sécurisées, hein. Est-ce que, pour le coup, ce dispositif, il est a priori sur de bonnes rails, en tout cas jusqu'à 2027, hein, si je comprends bien? Oui, oui, je vais pas faire le contexte global de du budget de l'État et des difficultés, enfin de l'impact que ça a jusqu'au budget des collectivités territoriales. Mais, le fait de l'avoir adossé à des fonds européens, ça garantit une enveloppe, annuelle jusqu'à 2027, voir s'il y a une période de transition un peu plus tard ou s'il y a de nouveaux dispositifs, mais au moins voilà, l'enveloppe est garantie dans ce cadre-là. L'objectif principal étant de mobiliser les fonds européens que l'Europe donne à la région. Donc, ça nous oblige un peu en parallèle à mettre les moyens en face pour le faire. Ok, Donc, super. s'il y a des projets, il ne faut pas hésiter Ouais. à à nous solliciter, à déposer le dossier. Merci pour la précision. Je testais en amont le passage, mais du coup, ça marche bien cette fois. On va rentrer dans le cœur du dispositif. Vous verrez, j'ai juste mis en haut à droite un petit QR code qui vous envoie directement sur la page où il y a l'ensemble des informations liées au dispositif. Puis je pense que Nicolas vous transmettra le lien pour aller, s'il y a des choses un peu Mhm. plus précises de tout ce que je présente, pour déposer l'aide, hein. Ça se fait tout en ligne désormais et pour aller trouver des renseignements liés à cette aide. Le dispositif soutient les petites et moyennes entreprises effectuant une seconde transformation du bois. Donc, seconde transformation, c'est menuisier, constructeur bois, ébéniste, charpentier, enfin, c'est écrit, hein, producteur d'emballage bois. Et on considère ça avec un chiffre d'affaires majoritaire. Chez un charpentier, par exemple, on prendra l'ensemble de son activité de charpente, couverture, zinguerie. Donc, c'est assez facile, en fait, d'atteindre l'activité majoritaire. Si on a un menuisier qui fait du bois et du bois alu, c'est l'ensemble de ces deux activités qui sont faites. Là, on peut avoir un peu plus de difficulté, c'est s'il y a du PVC et du bois à côté. On prendra la part majoritaire entre les deux activités. Euh, voilà pour ce point-là. Sur la taille petite moyenne, c'est des chiffres d'affaires qui sont consolidés quand il y a des groupes avec les holdings, etc. Ça, c'est des règles un peu de gestion compliquées. Ce qu'il faut retenir, c'est que le seuil de la moyenne entreprise, c'est 50 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés. Donc, le champ des entreprises éligibles est assez ouvert avec ce critère-là sur la taille de l'entreprise. C'est pas bloquant. Mhm. Les dépenses éligibles, on est vraiment sur un dispositif qui soutient les matériels productifs des entreprises de seconde transformation du bois. Enfin, productif, je vous dirai plus tard qu'une grue pour poser une charpente dans un chantier, c'est pas productif. Mais enfin, on est conscient que pour vous, ça l'est, hein. Mais voilà, c'est vraiment les matériels qui servent à transformer la ressource bois. Donc, on est beaucoup sur du centre d'usinage à commande numérique. C'est le gros des demandes, hein, aujourd'hui, difficulté à trouver des salariés, volonté d'automatisation. On trouve plus facilement, encore pas toujours, des gens pour dessiner dans les bureaux d'études. Donc voilà, des centres d'usinage, des centres de taille pour la charpente, ainsi que les logiciels associés. C'est pas très cohérent d'aider la machine sans aider le logiciel, donc le package se fait au global. Du plus petit matériel, hein, tout ce qui est toupie, raboteuse, centre de perçage, les palans ponts roulants pour faciliter le- l'agencement des ateliers et puis les flux dans les ateliers. Euh, des ERP, de l'insuffleuse pour isolant, enfin voilà, des matériels, cabines de peinture qui sont un peu moins directement associés au bois, mais qui permettent d'apporter une valeur ajoutée sur les produits bois qu'on va fabriquer. Par exemple, on a déjà fait une cabine de peinture dans un fabricant de volets parce que la demande aujourd'hui est beaucoup plus sur de la finition de produits. Donc, il y a eu ce type de projet qui ont pu être déposés. Et en dernier point sur les dépenses éligibles,
tout ce qui est électricité, maçonnerie spécifique, éventuellement les compresseurs, réseau d'air. Donc dans la limite de 30, on peut prendre tous les équipements qui permettent, de faire fonctionner les les machines. À noter que le matériel d'occasion est éligible sous certaines conditions qu'on verra, juste après. Et du coup, qui dit dépenses éligibles dit dépenses inéligibles. Donc, comme je vous l'évoquais, on l'a recentré sur la transformation de bois massif. Donc, il y a certains matériels spécifiques à la transformation de panneaux composites, panneaux de process, qui vont pas être éligibles, bien qu'ils soient utiles chez vous. Mais voilà, le budget étant quand même sanctuarisé, mais étant contraint, on doit faire des choix quand on écrit un dispositif. Donc, tout ce qui est plaqueuse de champ, certaines scies à panneaux et les scies à format. Voilà, c'est des matériels qui ne sont pas éligibles à ce dispositif aujourd'hui. Euh, les matériels de valorisation des connexes, c'est des choses qu'on voit de plus en plus où il y a des pressabriquettes pour, on récupère les copeaux de nos rabotages d'aspiration, etc., pour en faire de la briquette ou du granulé. Euh, Au moment où on a monté le dispositif en 2022, on n'avait pas assez de recul sur ces équipements-là. Donc, ces équipements sur lesquels on n'a pas souhaité appliquer l'aide pour le moment. C'est des choses qui pourraient évoluer, mais pour le moment, on attendait d'avoir un peu plus de recul sur ces retours, sur ces matériels-là. Ce que je disais tout à l'heure, du coup, les grues pour charpentier, les matériels de manutention mobile, et les systèmes d'aspiration, on est souvent plus sur l'investissement lié à l'adaptation à une norme, sur des ateliers un peu globaux. Il y a aussi des choix budgétaires. Un système d'aspiration global sur un atelier, c'est un billet. Donc parfois là-dessus, c'est les CARSAT, hein, vos CARSAT locales qui peuvent intervenir, mais voilà, c'est un peu à solliciter, à tomber au bon moment. Et alors, je me permets, Damien, de faire le lien aussi, hein, puisque pour le coup, on a un webinaire sur cette question-là, prévention sécurité, puisque tu mentionnais la CARSAT. Mmh. Et effectivement, ce sera intéressant, je pense, pour nos adhérents d'avoir une vision un petit peu globale, puisque les dispositifs d'aide, en fait, sont assez complémentaires. Et donc, voilà, c'est pas les mêmes guichets, mais pour le coup, c'est des sujets qu'on peut retrouver, voilà, auprès d'autres structures, voilà, comme la CARSAT, quoi. Très bien. Les 2 derniers, c'est l'investissement en crédit bail. C'est des montages vraiment complexes. On le faisait par le passé, on le fait plus aujourd'hui. C'est complexe et on imposait quelque chose qui n'était pas légal. C'était le fait d'acheter la machine à l'issue du crédit bail, ce qui est qu'une des 3 possibilités du crédit bail. Donc c'est pour ça, pour Mhm. se mettre un peu en cadre avec la législation, on peut plus le soutenir. Et puis en dernier, les questions de dépenses immobilières et les formations sur les logiciels. Formation sur les logiciels, c'est un peu précis si vous achetez un cadeau, enfin un logiciel, pardon, on va sortir une marque et que la formation qui est comprise dans le devis de prise en main, il n'y a pas de souci, ce serait une formation qui pourrait être prise en charge par un OPCO, etc., qui peut pas être finançable. Mhm. Euh, des choses un peu plus intéressantes, un peu plus concrètes. Le taux d'aide, les bonifications et le plafond. Du coup, le cas général. Moyenne entreprise, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 50 personnes. Donc, peut-être pas la population d'entreprise principale qui est suivie par la CAPEB. Donc, on va prendre plutôt le cas de moyenne entreprise. On est sur un 20% de taux d'aide sur l'ensemble des matériels, Mhm. avec la bonification que j'évoquais sur le séchage, aboutage, collage qui est de 10%. Donc ça peut faire 30% sur ces équipements-là. S'il y a un projet où, je sais pas, vous avez un séchoir et un centre d'usinage, le taux est porté à 30% sur l'ensemble du projet, euh, pour souligner un peu l'effort enfin, voilà, d'acheter des machines qui apportent la valeur ajoutée à nos produits bois. On a un plafond par projet de 500 000 euros de dépenses éligibles et un plancher de 5 000 euros. Voilà, c'est-à-dire que le dispositif est quand même ouvert pour une typologie de projet très importante. Une Mhm. toupie, un petit matériel, même d'occasion, à 10 000 euros, ça peut donner lieu à rentrer dans le dispositif. Donc voilà, faut pas hésiter, même sur des plus petits montants. Les conditions d'éligibilité, enfin, il y a celles que j'évoquais tout à l'heure, hein. Il y a des trucs très basiques, c'est d'être en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va être d'avoir un chiffre d'affaires majoritaire en transformation de bois plus la taille de l'entreprise. Ça, c'est ce que j'ai vu depuis le début. Il y en a un autre, ça va être l'adhésion à une démarche collective en lien avec la filière forêt-bois.
On est très bien placé aujourd'hui dans un webinaire avec la CAPEB pour noter l'intérêt de vous regrouper et c'est un peu l'objectif qu'il y a derrière cette case-là, à cocher. Donc vous, la CAPEB en fait partie. Donc voilà, si vous êtes adhérent CAPEB, ça permet de rentrer de remplir ce critère d'éligibilité. Et après, il y a une question un peu plus précise sur laquelle il ne faudra pas hésiter à nous solliciter s'il y a des doutes, c'est sur l'approvisionnement majoritairement certifié en UFC, FSC. C'est des sigles qui doivent vous parler, qu'on voit sur les tas de bois, ou la mise en place de la chaîne de contrôle si l'entreprise est propriétaire des grumes. Ça, c'est plutôt dans un cadre de scierie ou d'entreprise qui investirait dans un équipement de sillage. Je vais moins le préciser ça, mais sur l'approvisionnement majoritaire, en fait, ça peut être la fourniture des chaînes de contrôle des entreprises qui vous approvisionnent. Et il y a un tableau qui est à bien compléter pour qu'on retrouve une majorité dans ces approvisionnements-là. Si vous passez chez le négoce, soit le négoce est souvent certifié, du Hispano, du Lalière, etc. C'est tout certifié. Soit le négoce n'est pas certifié, et là, il faudra aller chercher qui est l'entreprise qui approvisionne le négoce. Donc ça, voilà, Mmh. c'est un peu plus, voilà, ça nécessite un accompagnement qu'on peut vous apporter pour vous renseigner sur comment le compléter comme il faut. Quelques grands principes sur la demande d'aide, comment ça fonctionne. Je ne vais pas passer des calendriers, mais voilà, sur comment fonctionne un dossier. On ne fait plus d'accusé de réception. Avant, vous déposiez un dossier, il arrivait un accusé de réception signé par quelqu'un au niveau du conseil régional qui expliquait que vous pouvez commencer les dépenses à telle date. Aujourd'hui, en fait, c'est le fait de déposer sur notre site internet qui fait que ça vaut accusé de réception. Il y a un récapitulatif qui est téléchargé, qui est envoyé au format PDF dès que c'est déposé, et ça vaut réception et début du projet. Je le reprécise parce que ça arrive encore beaucoup. Il ne faut pas de signature de devis, versement d'acompte, validation de bon de commande en amont du dépôt. Je préfère un dépôt incomplet où il manque deux, trois pièces, l'accord bancaire, je sais pas, une adhésion à quelque chose, une ou deux certificats PEFC, qui peut se régulariser après, plutôt qu'un dossier déposé en amont, enfin une dépense commencée en amont du dépôt du dossier, parce que là, on fait tout tomber généralement. Ouais, ça c'est, merci de le préciser Damien, ça c'est vraiment un point très, très important. Mm. Voilà, faut vraiment bien avoir ça en tête, voilà, ne pas ne pas entamer les dépenses avant le dépôt du dossier. Malheureusement, hein, on a ces cas-là, on voit des fois ces cas-là, parce que oui, effectivement, vous êtes dans l'opérationnel, vous avez envie que ça avance. Mais voilà, vous avez une belle opportunité là, donc faut bien garder cette règle en tête. N'hésitez pas à Mm. voilà, à nous contacter pour qu'on soit dans la bonne temporalité, quoi. Je referme la parenthèse. Désolé, Damien. Exactement, c'est parce que nos dispositifs ont un caractère enfin une aide publique qui a un caractère d'incitativité. Elle est censée aider à faire le projet, même si on sait que quand l'entreprise dépose, le projet va se faire parce que c'est mûri depuis quelques années et ça a plutôt un intérêt sur le suivant. Mais si ça a commencé avant, on va se dire bah, l'aide n'a pas d'intérêt pour celui-là et du coup là c'est l'ensemble du projet qui tombe. Donc c'est voilà, c'est vraiment un point de vigilance, un peu de patience. Si vous allez à un salon, déposer quelque chose avant d'y aller. Et puis, comme ça, si vous signez là-bas, parce qu'il y a une belle offre, au moins, c'est anticipé par rapport à la présence au salon, notamment. Mmh. Euh, les devis à fournir, il y a des règles européennes qui font qu'il faut un certain nombre de devis en fonction des dépenses. C'est souvent, enfin, c'est une pratique, hein. L'entreprise sait qu'elle va faire deux devis sur certains, regarder les prix ailleurs quand on fait un projet. À noter, il est aussi possible d'avoir un argumentaire si l'entreprise n'obtient pas d'autres devis. Dans l'argumentaire, c'est une explication du choix. S'il y a déjà trois machines d'une marque, la quatrième, pour des questions de maintenance, veut acheter la même marque, ça faut vous le dire, on peut apporter une souplesse dans la façon de gérer ce critère-là. Mmh. Les taux d'aide évoqués, 30 ou 20%, font que le reste à charge de l'entreprise est énorme, enfin est important. Du coup, le coût raisonnable est fait par l'entreprise. Donc voilà, un peu ce Mmh. raisonnement-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite souplesse sur ce point-là. J'expliquais que le matériel d'occasion était éligible. Il y a quatre critères à respecter qui sont plutôt assez faciles pour certains. Il faut que le matériel il a été acheté neuf par le vendeur ou que le concessionnaire professionnel le rachète à quelqu'un qui l'avait acheté neuf.
pas que ce soit une cinquième main. Donc, première main ou deuxième main passée par un concessionnaire. Il nous faudra la facture d'origine du matériel. Des fois, sur des vieux matériels, c'est un peu plus difficile à obtenir, mais voilà, il y a une question de facture d'origine. Une attestation sur l'honneur du vendeur ou de voilà, qui, comme quoi elle n'a pas eu de subvention dans les 5 dernières années. Et le dernier critère, je l'évoque pas forcément, c'est que le prix de l'occasion ne doit pas dépasser le prix du neuf sur le marché. Bon, tout n'est pas forcément toujours hyper clair. Euh, Voilà, j'évoquais tout à l'heure déjà que le crédit bail était inéligible et les mécanismes associés. Si c'est vous qui payez les acomptes et le solde de la machine et que vous faites refinancer derrière ou vous mettez en place un leaseback, ça marche pas non plus. En cas de contrôle sur ces dossiers, ce qui va être vérifié, c'est qu'ils soient bien dans les immobilisations pardon, de l'entreprise et pas dans les charges ou les crédits bail. Mmh. Donc ce sera vu si c'est refinancé après le moment où on a payé la subvention. Le dernier point, c'est que j'évoquais tout à l'heure des critères de priorisation. Donc oui, ce dispositif est soumis à une grille de sélection qui est annexée à un arrêté que vous trouvez sur le lien. D'ailleurs, j'ai plus le petit QR code, mais bref, sur la page en ligne. Et il y a 2 comités de sélection par an, souvent un au mois de février et puis un autre autour de l'automne, au mois de septembre. Et un dernier point lié à tout ça, c'est que aucun projet n'arrive complet du premier coup. Souvent l'inquiétude des entreprises, j'arrive pas, enfin il manque des pièces et tout, je dépose pas. Des fois la commande est signée, etc. Enfin je l'évoquais tout à l'heure. On a toujours, on est chiant, enfin en instructeur, on est dans le détail, on aime bien que les pièces soient bien faites. Donc on aura toujours un truc à redemander. Donc voilà, essayez pas d'avoir le dossier parfait pour le déposer. Déposez-le avec des manques, des pièces qui pourraient manquer, des trucs où vous n'êtes pas sûr. Et après, il y a des allers-retours qui se font. En fait, on va pas rejeter un dossier parce qu'il arrive avec une pièce incomplète. On essaiera toujours de le rendre complet avec des retours, etc. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Alors j'en profite pour glisser une petite remarque, Damien, à ce niveau-là, hein. Pour le coup, je pense que, vous l'aurez compris dans la façon, dans la façon que Damien a de présenter les choses, mais il y a un vrai, échange, avec la région, avec Damien. Il y a un vrai accompagnement, voilà, sur le montage de ces dossiers. Damien l'a très bien fait de le préciser. C'est vrai que souvent, c'est des dossiers qui font peur, notamment quand on parle de dispositifs européens. Voilà, il y a des règles, parce que, comme vous l'avez vu, hein, c'est des aides à l'investissement qui sont quand même conséquentes, donc c'est normal qu'il y ait des règles à respecter, mais vous êtes accompagné, et je tiens d'ailleurs à cette occasion-là à remercier Damien, puisque pour le coup, on a déjà ensemble traité plusieurs dossiers et on a un vrai accompagnement de la région et notamment de Damien qui est très très précieux vis-à-vis de cette complexité entre guillemets administrative. Je le mets vraiment entre guillemets parce que le fait qu'on ait cet accompagnement, ça se passe quand même beaucoup mieux. Et effectivement, il faut pas stresser parce que le dossier est incomplet. Voilà, ça se fait. On arrive toujours à le faire au bout du compte. Et un grand merci encore à toi, Damien, et puis à la région pour cet accompagnement que vous nous proposez, voilà, sur ces dispositifs. Je referme la petite parenthèse. Et tu fais vraiment bien de le dire, en fait. Ouais, on n'est pas là pour vous demander de la paperasse, pour vous donner des sous. L'objectif, c'est de faire les choses qui aident l'entreprise à investir, avoir du matériel plus productif. Et on va pas être là pour être pénible dans tout ce qui va être demandé. L'objectif, c'est quand même, c'est pas de garder l'argent, c'est de faire vivre les entreprises du territoire. Quelques projets soutenus en exemple pour montrer qu'on peut avoir des projets très conséquents qui arrivent. Enfin, quand on voit la taille de la région, quand on voit la taille des entreprises, voilà, il y a des entreprises qui vont investir des grands billets, etc. C'est ce que disait Nicolas. On se dit fonds européens égale beaucoup d'investissements, égale beaucoup d'argent en face, donc égale beaucoup de pièces, etc. Mais pas forcément. Premier cas que j'ai, c'est un ébéniste du Puy-de-Dôme, 3 ETP, 5 000 euros de chiffre d'affaires, qui a déposé un projet du coup d'acquisition d'un centre d'usinage pour remplacer les machines vieillissantes. Forcément, ça améliore la productivité. Voilà, c'est un dispositif. Enfin,
dans l'échange qu'on a eu avec lui, il y avait pas trop de complexité sur le montage, il a réussi. Il y a, des fois les délais de versement, c'est un élément à prendre en compte. On paye la subvention sur présentation des factures acquittées. Donc il faut bien prévoir, de le financement en amont des machines parce que la subvention arrive pas avant que vous ayez tout acquitté sur le projet. Il y a une possibilité de faire un acompte, mais voilà. Il y a quand même cet enjeu à intégrer dans le montage de son projet auprès de la banque. Si vous avez des questions là-dessus, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Et là, sur un projet de 87 000 €, il y a de l'électricité, un logiciel, un centre d'usinage, autour de 20 000 € d'aide. 17 416 précisément, je vous ai mis des chiffres précis. Un deuxième cas sur un menuisier de la Loire, encore plus petit, 1,2 ETP, 300 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, pareil, centre d'usinage, comme je vous disais, qu'on fait beaucoup de centres d'usinage, c'est 70% des projets, hein. Donc, centre d'usinage, centre de taille, hein, c'est des choses qu'on voit très souvent et qui se développent de plus en plus. Donc là, on était sur des machines qui dataient de la fin des années 80. Donc, il y a un objectif d'augmentation du chiffre d'affaires, de passer à 400 000 – 450 000 recrutements associés. Mais ça, on met pas de critères sur le recrutement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile à atteindre parce qu'il faut trouver des personnes. Donc il y a pas d'obligation de créer de l'ETP. Mais voilà, c'est l'aide à l'investissement qu'il aura eu, hein, c'est un investissement conséquent. Il a quasiment, investi une année de chiffre d'affaires. Hem, Lui permet de réduire sa durée d'amortissement, permettra éventuellement d'acheter d'autres machines plus tard, sur le fait que c'est ouvert un peu de ligne de trésorerie et cetera. Enfin voilà, toute taille d'entreprise est éligible à cette mesure. J'ai pris des montants assez conséquents, mais j'aurais pu prendre un cas de dossier à 20 000 € parce qu'on en a aussi, de projets à 20 000 €, pardon. Mmh. Et dernier cas, un cas aussi, particulier, c'est de la création. Dans le cas d'une création, on part sur un prévisionnel d'activité parce que vous ne pourrez pas justifier d'être majoritaire sur l'activité de seconde transformation du bois. Donc on partira sur un prévisionnel, on pourra payer la subvention que quand il y aura un bilan intermédiaire ou une année de chiffre d'affaires réalisée. Le bilan intermédiaire peut faire 6 mois. Mais voilà, c'est la création est aussi possible, c'est pour ça que j'illustrais avec ce cas-là. Et là, c'était sur l'acquisition de machines pour fabriquer des murs ossature bois. Enfin, c'était une ligne globale, hein, avec 400 000 € de dépenses, sur la table de montage, du centre de taille, de la cloueuse, tous les frais d'installation associés. Il y avait l'électricité pour le raccordement des machines et la petite maçonnerie spécifique. Donc là, on a fait voilà, 80 000 dettes sur 400 000 € de dépenses. Ouais, merci Damien pour ces exemples, hein, parce que je pense que enfin, ça positionne très bien les choses. C'est tout à fait cohérent vis-à-vis des adhérents de la CAPEB, hein. On parle vraiment des entreprises qu'on a parmi nos entreprises adhérentes sur différents moments aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça peut se passer à différents moments de la vie de ces entreprises-là. Et puis ça permet là je pense, ça va donner à nos auditeurs vraiment de la visibilité sur les montants que ça représente, hein. Et on voit que pour le coup, c'est vraiment des montants qui sont pas du tout négligeables. Et ça peut faire la différence sur vos projets d'investissement. Donc voilà, merci, c'est parfait parce que je pense que ça va parler à nos adhérents, quoi. Et pour revenir du coup sur le côté, on parlait de fonds européens et cetera. Moi, l'autre dispositif où il y a beaucoup de demandes, c'est sur tout ce qui est entreprise de l'amont de la filière, donc les entreprises de travaux forestiers, voilà, qui sont de la forêt, souvent unipersonnelles et cetera. C'est des entreprises qui arrivent très bien à déposer des demandes dans le cadre des fonds européens FEADER et cetera, parce que ça fait aujourd'hui, 12 ou 13 ans que les dispositifs existent pour ces entreprises. Sur la seconde transformation, c'est plus récent, mais voilà, eux ont réussi à s'y faire et je pense que, c'est quelque chose aussi où enfin, c'est pas si complexe parce que sinon on pourrait jamais aider une entreprise qui a moins de 5 ETP, hein. Mmh. Si c'était vraiment complexe, pour connaître des dispositifs complexes, c'est le dernier argument, hein, c'est à savoir, à retenir. Hem, un autre dispositif, parallèle qu'on peut essayer de présenter, c'est, un région industrie, conseil industrie du futur. C'est pas sur de l'aide à l'investissement, là on est plutôt sur une prestation de conseil, par un consultant référencé par la région. La liste est très grande, hein, je la je la citerai pas, il y aura les coordonnées à la fin pour essayer de vous renseigner si vous avez des choses à faire.
C'est souvent assez complémentaire en amont de la décision d'investir, pour faire certains enfin pour retravailler des flux et cetera. Donc là, il y a une prise en charge de 50 du coût de la prestation, avec un maximum de subvention de 16 000 € par lot, mais c'est pas forcément le montant-là, hein. Des fois, on peut être, sur une prestation à 8 000 € avec 4 000 € d'aide. Ça permet de faire le pas d'aller chercher un conseil externe sur des projets, sur son entreprise. Je vous ai mis quelques thématiques, qui peuvent être, soutenues. Il y a l'industrialisation, relocalisation, sur les procédés de production, de l'organisation industrielle. Pas l'industrielle, mais c'est l'organisation de production, hein. L'automatisation de process, de robotique, du travail autour du site industriel et des projets autour de la performance environnementale et énergétique. Voilà. Le package est assez ouvert, il ne faudra pas hésiter à contacter s'il y a voilà, un besoin de votre côté. L'antenne locale, enfin, vous pouvez contacter Nicolas ou l'antenne locale d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, dont vous aurez les coordonnées à la fin. Petite question peut-être Damien, là, on a bien compris qu'on est sur l'amont, hein, on est sur la phase étude plutôt d'un projet d'investissement. Hem, un cas typique, hein, qu'on rencontre souvent, enfin chez nous, il y a le cas de la question de la traitement des bois, qu'on retrouve beaucoup chez nos adhérents, charpentiers notamment. Mmh, Heu, on a eu des pas mal d'évolutions, hein, et c'est un domaine qui est assez sensible puisque pour le coup, c'est des installations qui sont classées ICPE et on avait beaucoup l'habitude, il y a quelques années encore, de traiter les bois par trempage, ce qui avait des implications lourdes, à la fois en termes environnementales et aussi, réglementaires côté ICPE. Par exemple, est-ce qu'un adhérent, qui envisagerait, de travailler sur ce sujet-là, et notamment parce qu'aujourd'hui on a des nouveaux dispositifs, pour traiter le bois, qui sont moins impactants. Est-ce que ça pourrait, rentrer dans le cadre de ce dispositif-là? mmh. Ouais, c'est vraiment l'essence de ce dispositif d'accompagnement-là. Je le maîtrise pas dans le détail jusqu'où ça peut aller, mais ça va vraiment être le choix de la technologie pour traiter les bois. Ce que tu disais aujourd'hui, le trempage, qui stocke beaucoup de produits peut être remplacé par de l'aspersion où l'impact Mmh. est plus léger. Derrière, qu'est-ce que ça conditionne en termes d'ICPE? Comment la où c'est la où la positionner sur le site? Enfin voilà, c'est tout cet accompagnement externe qui peut être Ah, apporté à l'entreprise pour l'aider à la décision. Je sais que moi j'ai déjà vu dans des séries, des process, pour rajouter un morceau de convoyeur, en fait, ils analysaient l'ensemble du flux de production et mettre le doigt là où il y avait le blocage mmh, pour augmenter le volume de bois scié sur la journée. Enfin, ouais, sur mmh. la oui, sur l'année, exactement. C'est OK, c'est l'essence de cette aide. parfait. Merci. Il y avait des choses un peu plus précises, ça, on va pas rentrer trop dans le détail, mais sur 2 axes, en fait, les 6 cases évoquées, c'est les grands packages enfin, c'est les grands packages thématiques et en fonction de votre besoin, il y a possibilité d'en prendre plusieurs et par exemple, sur l'automatisation des process robotiques, ça peut être aussi de l'ergonomie de poste de travail, afin de diminuer la pénibilité des postes de travail. Ça, je sais que c'est des enjeux enfin, on sait que c'est des enjeux que vous avez tous dans vos entreprises. Des fois ce que je évoquais, des analyses de flux, de cadence, de réorienter les opérateurs sur des postes à plus forte valeur ajoutée. Poursuivre également pas mal les scieries, on avait beaucoup de postes où c'était de l'empilage de planches, où désormais on met des lignes automatisées pour trier, classer les bois et derrière, les opérateurs ont pu aller vers, des métiers de rabotage, de fabrication de lames de terrasse où la valeur Mmh. ajoutée est supérieure pour l'entreprise. Et comme l'évoquait, du coup Nicolas sur la performance environnementale et énergétique, on a aussi d'autres sujets, qui peuvent être, sur la limitation de matières premières, optimiser son rendement matière, limiter la production de déchets et puis même si on ne finance pas sur les parties, de valorisation des poussières d'aspiration et cetera, la valorisation de ces déchets coproduits et sous-produits, générés. Et alors je fais,
pour le coup, excuse-moi Damien, mais je fais beaucoup de de petites parenthèses, Non, mais mais ça rend la présentation vivante. mais pour le coup, on va avoir aussi des webinaires sur ces questions de travail sur la thématique plus spécifique de l'eau et de l'énergie, hein. Tu parles de performance environnementale, mais effectivement, c'est des sujets en propre et on a la chance aussi d'avoir pas mal de dispositifs actifs pour accompagner les entreprises à avancer sur ces sujets-là. On a aussi, je vous renvoie à la chaîne YouTube, hein, vous trouverez d'autres présentations qui viennent compléter encore une fois celle-là. Encore une fois, les dispositifs sont très complémentaires entre eux et c'est intéressant en fonction de votre projet de bien comprendre cette complémentarité-là. Je referme la parenthèse. Et je crois qu'on va refermer la présentation parce que du coup, on reste sur les questions. Donc, pour plus d'informations, je m'excuse de ne pas avoir mis les coordonnées de Nicolas, mais votre premier contact, c'est bien sûr Nicolas. Sur les questions de ce que j'évoquais, dispositif seconde transformation, aide, enfin, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à faire un mail, appeler. Euh, Si vous n'arrivez pas à me joindre, le mail, c'est une bonne façon. Et après, on se cale un point pour discuter parce que il y a beaucoup d'entreprises. Je gère le secteur de la grande région sur l'enseignement, donc ça peut faire vite beaucoup d'échanges. Euh, Sur le dispositif Région Industrie, Conseil Industrie du Futur, mais aussi sur nos aides, hein, ils savent accompagner les entreprises. Faut bien avoir le relais aussi de l'agence de la région sur le soutien aux entreprises, qui est Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. J'ai mis le lien pour accéder à leur contact en local. Et puis, faut pas hésiter à nous solliciter. Pour conclure, voilà, encore une fois, un grand merci Damien pour cette présentation. Je pense que on a vraiment fait un tour. Alors c'est de l'information, c'est un premier niveau d'information sur ces sujets, mais je pense que c'est un tour très très complet. Et puis en plus, vous avez les slides, donc en replay, vous pourrez faire pause pour voir un petit peu tous les détails, mais vous avez déjà un très très bon niveau d'information, je pense, sur ces dispositifs-là. Je pense que je pense que c'est vraiment